Partir des 3 dossiers racines pour aller directement à l'essentiel. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma méthode pour gagner un temps précieux sur le travail personnel que l'on est amené à faire pour libérer sa vie. Et plus précisément pour en devenir acteur plutôt que de la subir, mais toujours dans un esprit de résilience. Et donc, sans se servir de l'ego pour cela. Ce que j'ai déjà dit précédemment est que l'origine de tous nos problèmes, au sens humain du terme, viennent seulement de 3 dossiers. Celui de la santé, celui du relationnel et donc de l'amour, et celui du matériel et de l'argent. Lorsqu'un seul de ces 3 aspects de la vie dysfonctionne ou ne fonctionne pas du tout, alors il entraîne la chute de tout le reste. Par le fait de notre histoire familiale et de l'épigénétique qui se cache derrière, nous sommes héritiers de fait de tout ce qu'ont compris nos parents et nos ancêtres concernant ces 3 dossiers, ainsi que de tout ce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais c'est pas facile de faire le tri là-dedans, parce qu'il existe autant d'expériences que de familles, et autant d'expériences qu'il y a d'individus. Ainsi, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace d'ouvrir tout simplement ces 3 dossiers les uns après les autres. Quelque part, cette méthode s'appelle de l'auto-éducation, ou de l'auto-rééducation si l'on préfère. Et cela permet d'aller directement à l'essentiel, plutôt que de se perdre dans les détails justement. Prenons le dossier de la santé par exemple. Qu'est-ce que nous recherchons tous ? D'avoir une bonne santé physique ? Une bonne santé psychique, en résumé un véhicule qui fonctionne bien et qui puisse nous permettre tout un tas d'expériences. Alors ça tombe bien parce que nous l'avons dès le départ. Nous sommes tous dotés du corps idéal pour faire les expériences que nous avons prévu de faire avant de nous incarner. Le corps n'est pas nous, il est notre véhicule. Mais un véhicule tellement fusionnel avec nous que l'on va pouvoir le modifier, le modeler, communiquer avec lui, ressentir grâce à lui, se libérer aussi grâce à lui, évacuer nos déchets, nos tensions, nos émotions, et pouvoir constater directement, grâce à lui, les conséquences de nos actes, de nos comportements, de nos pensées, de nos émotions, tout ça, suivant les expériences que nous allons faire. Bien sûr que la génétique va rentrer en ligne de compte, mais c'est surtout l'épigénétique qui va rentrer en ligne de compte. Et ça, on ne le découvre qu'au fur et à mesure, et encore quand on le découvre. Et puis, il y a aussi les circonstances extérieures qui vont intervenir, qui vont-elles tantôt nous aider à maintenir notre corps en bonne santé, et tantôt aussi le malmener. Notre seul intérêt dans l'histoire, c'est d'avoir un corps qui fonctionne bien et le plus longtemps possible. C'est-à-dire un corps qui puisse générer de la souffrance et des maladies lorsque nous faisons fausse route, et à la fois un corps qui nous indique du bien-être, mais également le développement de tout un tas de capacités lorsque nous faisons bon usage de ces fonctionnalités. Les fonctionnalités du corps, en réalité, elles sont immenses. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont nées avec toute option, et d'autres qui n'ont que quelques options. Mais ça, c'est notre part d'acceptation. Tout le monde n'est pas né pour piloter une Ferrari, et certains seront beaucoup plus heureux de conduire un 4x4 ou une 2 chevaux. Alors, la question de la santé dans tout ça, eh bien, c'est de reprendre en main notre véhicule à 100% de son potentiel. Et ça, nous pouvons le faire quand nous le décidons, à n'importe quelle période de notre vie. Et c'est là où je vais en venir à mon raccourci, à savoir comment prendre soin de soi et comment recouvrer une santé aussi parfaite que possible. L'ego, toujours lui, s'est construit une zone de sécurité, une illusion de confort, en fonction de notre éducation, de nos traumatismes, de nos conditionnements, des croyances qui nous ont été inculquées et des habitudes que nous avons prises. Et là-dedans, forcément, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de disparités entre les uns et les autres. Et c'est de tout cela qu'il convient de faire table rase, pour l'instant, afin de pouvoir repartir de zéro, concernant le dossier de la santé. La vraie question à se poser au moment où nous décidons de prendre notre santé en main, c'est de définir précisément mon objectif. Est-ce que ça concerne l'aspect physique de mon corps ? Parce que j'ai des douleurs ? Parce que j'ai une maladie ? Parce que tout simplement j'ai envie de me remettre en forme ? Retrouver du dynamisme, de l'allant, de l'esthétisme ? Est-ce que peut-être physiquement tout va bien, mais que moralement ça ne va pas du tout ? Et que justement c'est cet aspect-là que j'aimerais améliorer, comme par exemple retrouver ma joie de vivre, avoir des pensées plus qualitatives, ressentir des émotions plus positives. Bref, me lever le matin de bonne heure et de bonne humeur. C'est peut-être aussi l'aspect psychique ou mental qui va pas bien, avec le constat que l'on est trop dans sa tête et pas assez dans la vie, trop dans les ruminations, trop dans ses peurs, trop dans ses dépendances et ses addictions, trop dans ses blocages, peut-être même trop dans ses souvenirs. Et là, en effet, on a besoin de retrouver une clarté mentale, une clarté d'esprit, une légèreté. Et ça aussi, ça fait partie de la santé. Une fois que l'on a défini son objectif de santé, et pour être sûr de repartir sur de bonnes bases, eh bien on a besoin d'augmenter un petit peu ses connaissances, de s'intéresser à fond au sujet qui nous préoccupe. Et c'est à partir de là seulement que la résilience peut reprendre les rênes, peut reprendre le relais de l'ego qui n'avait fait que jusqu'à présent nous maintenir en survie. Par, il faut bien le reconnaître,
une certaine adaptation à la souffrance. La souffrance, qu'elle soit physique, mentale, psychique, peu importe, devrait toujours être le signal à écouter, parce que ça nous dit que quelque chose ne fonctionne pas bien dans notre véhicule, que quelque chose a été abîmé ou désharmonisé. Le corps, dans sa globalité, c'est un petit peu comme une voiture, hein. Si on refait régulièrement les niveaux, si on fait un entretien régulier, tout va bien, mais si on néglige les petites pannes à droite à gauche, ça finit par s'accumuler, c'est la panne, et on ne peut plus s'en servir du tout. Ni pour son utilité essentielle, et encore moins pour les options. Faire preuve de résilience pour le dossier de la santé, eh bien c'est avant tout apprendre à écouter ce qui se passe dans notre corps, dans nos différents corps, je devrais dire, puisque quelque part ils sont tous liés les uns aux autres, et partir en quête de son mode d'emploi personnel. Et je vous donne un cas concret, ce qui me donnera aussi l'occasion de faire une transition pour le dossier suivant. Madame X souffre de son aspect physique, de son surpoids qui au fil des années est devenu de l'obésité, avec toutes les conséquences en cascade sur sa santé. Elle a essayé par elle-même de s'en sortir, de perdre du poids en suivant tous les régimes à la mode. Mais bien sûr, ça n'a jamais fonctionné. Et non seulement ça n'a pas fonctionné, mais en plus, ça l'a démoralisée. Ça n'a fait qu'anéantir son courage et sa volonté. Plus 20 à 30 kilos entre chaque régime. Et puis un jour, elle s'est aperçue que sa souffrance était aussi morale. Madame X n'avait pas fait le deuil de son père. Elle fondait en larmes à chaque fois qu'elle évoquait son souvenir. Avec de l'aide, elle s'en est donc occupée sérieusement. Moins 20 kilos, sans rien changer à ses habitudes alimentaires. Et puis un jour, elle a pris conscience également qu'elle ne pouvait pas parler de sa mère sans se mettre en colère, sans s'énerver, sans évoquer les difficultés relationnelles qu'elle avait avec elle. Une mère possessive et étouffante. Une mère qui avait toujours décidé pour elle, fait pour elle, anticipé ses besoins pour elle. Une mère qui l'avait au final complètement bloquée dans ses capacités d'initiative. À tel point qu'à chaque prise d'initiative de sa part, à chaque action autonome, eh bien une catastrophe arrivait. Par loyauté inconsciente familiale, Madame X avait gardé cet aspect du beau poupon joufflu, totalement dépendant de la mère nourricière. Son dossier racine n'était donc pas la santé, mais le relationnel. Et c'était pourtant flagrant, puisque elle-même reproduisait les comportements de sa propre mère avec son entourage. Prise de conscience, travail sur les liens toxiques, moins 40 kilos, plus de grignotage compulsif entre les repas, et une remise en forme qui s'est faite toute naturellement, grâce à la pratique de nouvelles activités. En conclusion, pour Madame X, son objectif était clair, perdre son surpoids et recouvrer une santé physique correcte, mais son dossier racine n'était pas le bon. Il s'agissait bel et bien du dossier du relationnel, qui avait été largement abîmé par une mère abusive, et qui avait fini par détériorer aussi sa santé. Et également dans une moindre mesure son dossier lié au matériel et à l'argent. Et oui, car elle n'arrivait pas à prendre son autonomie à ce niveau-là. Cet exemple-là peut vous donner une idée du temps que l'on peut gagner en tapant dans le bon dossier, dans celui qui va pas bien, dans celui qui a été abîmé, dans celui qui est à l'origine de tous vos problèmes en fait. Et il y a un truc assez extraordinaire qui se produit lorsque l'on soulève le bon dossier, c'est qu'on s'aperçoit aussi que ce dossier-là ne va pas bien non plus de façon récurrente dans toute sa lignée familiale. La plupart des membres de la famille vont réagir grâce à l'ego et non à la résilience. Et vous pourrez très bien repérer ceux qui se sont mis en mode bourreau, comme c'était le cas de la mère abusive en question, mais aussi ceux qui s'étaient mis en mode victime, comme c'était le cas de Madame X, ou encore ceux qui se sont mis en mode sauveur. À partir du bon dossier racine, les choses sont beaucoup plus claires. Et on comprend d'autant mieux toutes les récurrences que l'on observe dans ces lignées familiales. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est pas forcément de rentrer uniquement dans des exemples, mais plutôt de savoir comment on s'y prend, comment on fait, pour soulever le vrai dossier racine qui nous pose tant de problèmes, et qui affecte les autres aspects de notre vie. Et pour ça, on a besoin de se baser sur une référence saine, une référence de normalité en fait. Premier dossier, celui de la santé. Comment savoir si pour nous ce dossier est OK ou pas ? Comme on l'a vu précédemment, la maladie en elle-même n'est pas forcément le critère pour savoir si l'on est en bonne santé ou pas. Car on peut très bien développer un problème de santé, voire carrément une maladie, même si le dossier racine est autre. Vous pouvez très bien avoir une santé vacillante si votre dossier argent est abîmé et dysfonctionnel, ou même si c'est votre dossier relationnel qui pêche. Donc l'idée, c'est de reprendre tout à la base. Une bonne santé, c'est quoi ? C'est d'abord un corps physique qui peut ressentir autant le bien-être que la souffrance ou la douleur, le soulagement ou les tensions. Si votre corps physique se porte bien, vous allez pouvoir ressentir à la fois la douleur et à la fois le bien-être. Et ça, tout le monde peut faire le check, c'est pas compliqué. Si vous vous pincez la peau, vous allez avoir mal.
Si au contraire vous la caressez avec une plume, vous allez sentir quelque chose de plus agréable. Si vous avez un caillou dans la chaussure, vous allez sentir une gêne permanente. Si vous l'enlevez, vous allez sentir un énorme soulagement. Ça, c'est une normalité. Pour ce qui concerne l'aspect moral, alors il en va de même. Vous devez pouvoir à la fois sentir une souffrance morale lorsque l'on vous dénigre ou lorsque l'on vous critique par exemple. Mais vous devez être capable aussi de ressentir une forme de satisfaction lorsque l'on vous fait un compliment ou lorsque l'on vous encourage dans vos initiatives. Et puis maintenant, d'un point de vue mental, vous devez aussi être capable de ressentir à la fois de la souffrance mentale, si par exemple vous ne comprenez pas quelque chose, ou si vous vous sentez confus, ou encore si vous n'arrivez pas à vous concentrer. Tout autant que vous pouvez ressentir une certaine stimulation intellectuelle ou un plaisir intellectuel, lorsque vous lisez quelque chose qui vous intéresse par exemple, ou lorsque vous pigez quelque chose de façon très rapide. Vous êtes en bonne santé lorsque votre corps réagit de façon adéquate à ce que vous lui donnez comme nourriture. Qu'il s'agisse de la partie physique, morale, mentale, même spirituelle, la partie de votre corps en question doit pouvoir réagir et interagir avec vous directement. Ce n'est que cela la pleine santé. La souffrance d'une des parties de votre corps n'est donc qu'un indicateur, certes désagréable voire très désagréable, mais quand même très précieux pour vous dire si vous avez fait bien ou pas, et si vous avez fait l'entretien correct ou pas. Tout ce qui est incorrect pour le corps est rejeté d'une manière ou d'une autre. Et mieux le corps fonctionne, plus il est en santé, et plus le rejet sera rapide. Si vous donnez un aliment non approprié ou avarié à votre corps physique, d'une manière ou d'une autre, il va le rejeter. Soit par en haut, soit par en bas, soit par l'intérieur en vous créant une maladie. Si vous donnez une information néfaste à votre mental, eh bien il en va de même. Seulement ce ne sera pas visible de la même façon. Imaginons qu'il s'agisse d'une manipulation. Pour le mental, qu'il s'agisse d'une manipulation, d'un mensonge, d'une fausse croyance, tout ça ce sont des poisons pour lui. Et au mieux il fonctionnera, au plus il rejettera ces choses-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il en aura déjà fait la cuisante expérience. Et il saura repérer qu'une manipulation, par exemple, est néfaste pour lui, c'est un poison. Et comment votre mental s'y prend-il pour rejeter ce qui ne lui convient pas ? Par de la confusion, ce qui correspond au rejet interne, par la projection sur autrui, en manipulant à son tour, comme si l'on pouvait se débarrasser de ce poison-là de cette façon, ou encore par une réaction différée, qui pourra se traduire par un tsunami émotionnel, une explosion de colère, une explosion de tristesse. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Il s'agit de l'ego qui réagit, en se figeant, en attaquant ou en fuyant. Par instinct, et donc par l'ego, nous rejetons ce qui est poison pour nous. D'un point de vue moral ou émotionnel, c'est encore la même chose. Si nous absorbons une émotion toxique, ou si nous créons nos propres émotions toxiques, nous n'allons pas nous sentir bien non plus. Et il se trouve que lorsque l'on est en bonne santé, on absorbe facilement les émotions. On les vit aussi beaucoup, car lorsque l'on est en bonne santé, le corps émotionnel est aussi très développé. Donc l'hypersensibilité n'est pas une anormalité du tout, c'est un état de bonne santé émotionnelle. C'est par l'apprentissage et l'expérience que l'on sélectionne ensuite ce qui est bon pour nous ou ce qui est toxique. Les personnes équilibrées vont vous dire que le mensonge et la manipulation sont toxiques, les émotions négatives sont toxiques, les produits chimiques sont toxiques. Et quand bien même tout cela est exact, nous avons quand même besoin de faire l'expérience par nous-mêmes, d'en tirer nos propres conclusions pour intégrer ces données, ces informations. Nous avons donc besoin de la douleur et de la souffrance pour nous indiquer ce qui est bon ou pas pour nous-mêmes. Nous avons besoin d'expérimenter tout ça pour savoir faire de vrais choix. Et ne pas faire des choix par défaut en fonction de nos conditionnements, de ce qu'on nous a raconté, de nos croyances, des programmations mauvaises ou erronées qui nous ont été données comme normalité. Nos ancêtres se sont battus avec exactement les mêmes dossiers que nous, depuis des siècles, et s'ils avaient réellement trouvé la bonne solution, la bonne voie, nous serions tous à l'heure actuelle des gens résilients, en parfaite santé, avec des capacités développées, en paix avec nos semblables, et dans l'abondance naturelle des choses. Ce qui n'est pas le cas. Et ce qu'il ne sera jamais d'ailleurs si l'on ne s'occupe pas de nos dossiers racines de façon saine et équilibrée. Pour en terminer avec la santé, et puisque nous avons maintenant les repères d'une bonne santé, nous avons aussi besoin de faire les meilleurs choix pour l'entretenir. Nourrir notre corps avec des aliments non contaminés, ça paraît pourtant tellement évident. Nourrir notre mental d'informations stimulantes, intelligentes, créatives, authentiques, et nourrir notre corps émotionnel par des émotions positives. Lorsque nous sommes capables de prendre en main totalement notre santé, nous n'avons plus besoin de la souffrance.
Pas plus que de la maladie d'ailleurs. Nous n'avons plus besoin de ce point de repère pour savoir si nous sommes dans la bonne voie ou pas. Maintenant, à mon sens, faire ce raccourci-là directement, en rejetant la souffrance, en essayant de la supprimer par des moyens ou des procédés chimiques ou techniques, ou en essayant de la nier, cela va non seulement nous couper de nos apprentissages, mais va aussi nous couper de nous-mêmes quelque part dans notre entièreté. Beaucoup de personnes se coupent de leurs émotions pour ne plus souffrir. Alors certes, ils ne souffrent plus, mais ils n'ont plus d'émotions non plus. D'autres vont essayer de se soustraire à leur douleur et à leur souffrance par des médications, des drogues, des addictions, et ils ne feront que se couper de leur corps. Et d'autres encore vont essayer de se soustraire à leur douleur mentale par justement une suractivité physique, un état d'hyperactivité. Et ils vont ainsi se couper de leur réflexion, de leur intelligence, de leur capacité de raisonnement, de discernement. Le bon raccourci, c'est d'aller au dossier racine. Mais le mauvais raccourci, c'est d'aller trop vite en besogne et de ne raisonner que par le positif. Ou au contraire, que par le négatif. Nous avons besoin des deux pour pouvoir nous situer, nous centrer, nous aligner à nous-mêmes. Et c'est grâce à l'intégration des deux polarités, positives et négatives, que nous pouvons faire des choix réellement conscients, sans influence extérieure. Et donc dans le pur respect de notre libre arbitre. Et si nous passions maintenant au dossier racine du relationnel, et donc de l'amour au sens large. Que va-t-on inclure dans ce dossier racine ? On va inclure dans ce dossier tous ceux avec qui on peut interagir, tous ceux avec qui on peut créer des liens d'échange. Si le dossier de la santé était déjà très large, eh bien celui du relationnel l'est encore plus. Dans ce dossier racine, nous allons trouver bien sûr nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, notre famille élargie. Mais pas seulement. Nous allons aussi y retrouver nos amis, nos ennemis, nos collègues, nos voisins, nos interlocuteurs habituels, comme nos interlocuteurs du moment. En résumé, nos semblables. Mais pas seulement. Nos animaux et les animaux au sens large font partie de notre dossier du relationnel. Nous créons des liens interactifs aussi avec eux. Nous pouvons en fait créer des liens interactifs avec tout le vivant qui nous entoure. Nous pouvons tout aussi bien communiquer et interagir avec le règne végétal. Et encore, tout cela n'est que la partie visible de notre relationnel. Lorsque nous développons nos capacités, par exemple, nous pouvons aussi interagir de manière beaucoup plus large, incluant le monde invisible, incluant aussi des mondes non terrestres. Notre potentiel d'expérience est absolument immense. Mais pour que cela se passe dans les meilleures conditions, il est opportun d'aller faire un tour au fond de ce dossier. Si déjà à la base notre relationnel avec nos parents et notre famille n'est pas sain et clair, alors il y a bien peu de chances pour que le relationnel extérieur le soit également. Mais alors, qu'entend-on par un relationnel sain et clair ? Il existe plusieurs façons de créer du lien et d'interagir avec l'extérieur. Soit on le fait à partir de son propre ego, et dans ce cas-là ce sera une interaction d'ego à ego, le plus fort dominant toujours le plus faible, soit on le fait de manière authentique. Et là, la relation pourra être qualifiée d'une relation d'âme à âme, ou de cœur à cœur, ce qui est l'équivalent. À de rares exceptions près, nous souhaitons tous interagir de cette deuxième façon. Mais voilà, nos égos sont en partie atrophiés, ce qui nous fait rester le plus souvent sur l'offensive ou la défensive, ou encore dans la fuite et l'évitement dans notre relationnel. Il nous faut donc d'abord travailler sur notre ego, si l'on veut créer de belles relations et les entretenir. Sinon, il nous faut accepter de créer uniquement des liens plus ou moins toxiques. Une fois encore, il est bien de faire l'expérience des deux, afin d'orienter réellement nos choix. La plupart des gens se lamentent, se plaignent d'avoir des relations toxiques avec leurs semblables, d'avoir des relations conflictuelles, agressives, superficielles, insatisfaisantes, voire carrément inexistantes, mais pour autant ne se remettent jamais en question eux-mêmes. Ils ne cherchent tout simplement pas à comprendre ce qui fait que le relationnel humain est compliqué. Si personne ne veut mettre son ego dans sa poche, c'est sûr que le relationnel humain ne peut être que compliqué, que conflictuel, que toxique. Et même si l'on accepte soit de mettre son ego dans sa poche, eh bien les choses ne seront pas gagnées non plus. 8 milliards d'humains sur Terre, c'est 8 milliards d'égos qui ont été blessés, abîmés, et qui sont potentiellement réactifs les uns envers les autres. On recrée ainsi en permanence un système équivalent à celui du règne animal, un système de survie permanente, entre ceux qui se spécialisent dans la prédation, d'autres dans la fuite, et d'autres dans le sacrifice. Est-ce qu'on peut intervenir sur ça ? Est-ce qu'on peut le changer ? Absolument. On peut le changer d'abord pour soi et à partir de soi. Et par la suite, laisser ce changement intervenir, opérer, via tous les liens que nous avons déjà créés et ceux que nous allons créer dans le futur. On ne peut pas intervenir sur les autres. Et je dirais même on n'a pas le droit d'intervenir sur les autres, si l'on veut respecter le libre arbitre de chacun. Pour les animaux, c'est un petit peu différent car eux n'ont pas de libre arbitre. Mais ça ne nous empêche pas de respecter leur nature profonde, ce qu'ils sont.
Changer la qualité de son relationnel, c'est changer aussi son fonctionnement. On arrête d'utiliser l'ego et on commence à utiliser sa résilience, son authenticité. Comme je le dis dans chaque audio, l'ego a sa spécificité. Il est là pour nous défendre en cas de danger de mort imminente. Donc pour tout le reste, on n'en a pas besoin. Et dans son relationnel, en règle générale, on n'en a pas besoin. Et c'est à partir de là qu'on rentre en résilience. Mais ça n'est pas si simple, comme je le disais, parce que d'une part, notre relationnel a eu l'habitude de nous voir fonctionner avec l'ego, en tant que bourreau, en tant que sauveur ou en tant que victime. Les choses étaient calées comme ça, surtout dans le giron familial. Et là, d'un seul coup, les gens qui faisaient partie de notre relationnel ne vont plus avoir de repères. Ils vont essayer de nous repositionner dans l'ancien rôle que nous avions, qui leur était familier et peut-être qui les arrangeait aussi un peu. Et cela va constituer la première étape pour enraciner sa résilience. Non, je ne veux plus interagir avec mon ego, je souhaite juste être moi-même et être accepté en tant que tel. D'abord vis-à-vis de ma famille, de mes proches, ensuite de mes collègues et de toutes les personnes avec qui je vais interagir. L'écrémage relationnel commence. Ce basculement de l'ego vers la résilience est déroutant pour les autres. Donc tout le monde ne va pas l'accepter. Tout le monde ne va pas accepter que vous soyez vous-même. Pouvez-vous mesurer cette chose ? Cela peut prendre beaucoup de temps à votre système familial de l'accepter, et ça peut aussi complètement détruire votre système familial. Mais rassurez-vous sur ce fait, ça ne détruit qu'un système familial toxique. Rarement, voire jamais, un système familial aimant. Alors au final, c'est pas une grande perte non plus. Dans le relationnel amical, il va se passer la même chose. Pareil pour le professionnel, pareil pour tout le reste. Ceux qui vont se réjouir de ce changement, de ce basculement entre l'ego et la résilience, c'est en premier lieu les enfants, évidemment. Parce que se sentent beaucoup mieux avec les vérités qu'avec les faux semblants ou avec les mensonges. Et puis la relation avec les animaux va changer aussi, va s'améliorer, va se bonifier. Parce que dans la résilience, il n'y a plus de jeu de conditionnement, de hiérarchie dominant-dominé. Il y a juste le respect de soi et le respect de l'autre. C'est chacun sa place, chacun son rôle, et beaucoup d'affection, de tendresse et de gratitude pour l'autre. Tous les liens relationnels se transforment ainsi. Et s'ils ne se transforment pas, eh bien ils se brisent, se coupent ou se dissolvent. Dans la résilience, la toxicité n'est pas niée, ni combattue. Elle est observée pour ce qu'elle est, mais elle n'est nourrie d'aucune façon. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise plus l'ego dans son relationnel que les personnes toxiques ont disparu de l'environnement. Elles viennent tâter le terrain de temps en temps, histoire de chercher une fuite énergétique quelque part, ou un conflit, ou ce qu'elles ont l'habitude de chercher, et s'aperçoivent très vite que ça ne fonctionne pas, que leur jeu d'ego ne sera pas nourri. Donc soit elles finissent par s'en aller, soit elles baissent les armes avec vous. La base d'une relation saine, c'est un échange dans lequel l'ego n'a pas sa place, dans lequel l'ego n'intervient pas, ou dans lequel, lorsque l'ego intervient, il est remis à sa place. Et c'est plus dans ce troisième schéma d'ailleurs que le relationnel en tant que résilient se vit aujourd'hui. Et c'est là que se trouve la difficulté. Pour le résilient, il s'agit de maintenir son affirmation juste, et pour l'interlocuteur, de faire l'expérience de la résilience, qu'il ne connaît pas et qui est très déroutante pour lui. Dans le dossier racine du relationnel, il n'y a aucune place pour la jalousie, la dépendance, la domination, le jugement, le non-respect du libre arbitre, autant pour soi que pour l'autre. Il y a au contraire le développement de la patience, la compréhension, le respect, le partage, l'équité, la curiosité de l'autre. Il y a aussi l'idée de la complémentarité, de la singularité de chacun. Et bien sûr, beaucoup de spontanéité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de joie de vivre et d'humour dans la communication, de l'aide et de l'entraide lorsque c'est justifié, beaucoup d'affirmations justes et de détermination. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur toutes ces choses-là, elles sont déjà en nous. Elles apparaissent et elles émergent à chaque fois que l'on n'utilise pas l'ego dans son relationnel. Simplement, si le relationnel était faussé dès le départ, toutes ces belles choses n'ont pas pu se développer normalement. C'est donc ce que l'on se remet à cultiver lorsque l'on décide de devenir résilient. Et en somme, il s'agit juste d'une déclinaison de l'amour sous toutes ses facettes. Et bien en somme, je pense qu'on a tous beaucoup de travail à faire sur ce dossier racine. Et pour terminer, le dernier dossier racine, qui nous enquiquine tous, c'est celui du matériel et de l'argent. Quelle serait la normalité acceptable aujourd'hui pour assainir ce dossier racine ? Une chose est certaine, c'est que lorsqu'on trépasse, on n'emmène pas ces choses-là avec nous. Par contre, on emmène avec soi les souvenirs de nos comportements au matériel et à l'argent, ainsi que de leurs conséquences. Et si réellement tout le monde avait conscience de ça, c'est sûr que les comportements changeraient complètement. Mais pour la majorité des gens, on n'en est pas encore là. Si l'on pouvait attribuer un verbe à chacun de nos dossiers racines, on pourrait attribuer le verbe être pour le dossier de la santé, on pourrait attribuer le verbe faire pour le dossier du relationnel, et on pourrait attribuer le verbe avoir pour le dossier du matériel et de l'argent. Et c'est là que le bas blesse, parce que l'avoir est une illusion.
il ne peut s'agir que d'une expérience des plus éphémères. Je suis jeune, j'ai la beauté. Oui, mais je vais vieillir. Je vais perdre cette beauté, cette fraîcheur. J'ai beaucoup d'argent. Je me suis payé un yacht et un jet privé. Oui, c'est bien, mais sans l'équipe qu'il y a autour, je ne suis pas capable ni de piloter, ni d'entretenir mes jouets de luxe. Je suis totalement en dépendance de toutes ces personnes. Et si un jour je ne peux plus les payer, je ne peux plus non plus profiter de mes jouets de luxe. J'ai un travail, j'ai un salaire, mais une fois que j'ai payé toutes mes charges, mes taxes, mes impôts, mon loyer, mes consommations, l'entretien de mon logement, de ma voiture, il ne me reste même plus de quoi financer mes vacances. Et si je perds mon travail, alors là je perds tout. Et ma vie s'effondre. Et oui, à tout moment, je peux perdre un travail. Et tout le temps et tous les efforts que j'y aurais consacrés n'auront en définitive servi à rien. Voilà diverses situations qui font prendre conscience que l'avoir n'est rien, que l'avoir est volatile, qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'avoir comme une base sécuritaire, comme un acquis éternel. Si l'on commence à trop s'attacher à l'avoir, au matériel, à l'argent, on devient esclave de ces choses-là. Et on inverse complètement le sens de l'expérience. Pour assainir ce dossier racine du matériel et de l'argent, il est bon de revenir aux origines. D'abord au niveau du matériel. Le matériel au départ, c'est un objet. Un objet qui peut être juste beau, agréable à contempler, ou un objet qui peut être un outil, et qui est donc mis à notre service pour nous faciliter la vie, la tâche. Une maison est un outil de confort et de sécurité. Un ordinateur ou un portable peut être un outil de travail ou de communication. Une voiture peut être un outil de transport qui nous rend bien des services. Mais posséder ces outils nous demande aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En outre, nos outils que nous possédons demandent à autrui beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour les entretenir, les fabriquer, les réparer, les faire fonctionner. Plus nous sommes acquéreurs, consommateurs, et plus nous perdons notre autonomie. Et plus nous cultivons la codépendance entre nous. Voilà la réalité des choses. Et voilà, entre autres, ce qui fait que le matérialisme ne rend pas les gens heureux. Et en outre, cela donne complètement l'illusion de la sécurité. Il suffit d'une tempête pour que tout s'écroule. Il suffit d'un bug de production dans la chaîne de fabrication pour créer des pénuries. Il suffit d'un dictateur au sommet du système pour que toute l'illusion de la sécurité et de l'acquis s'efface. Si l'on veut assainir le dossier de la matérialité, il est opportun de changer notre regard sur la possession, sur l'objet. Comment en sommes-nous arrivés pour mettre autant de projections sur des objets, sur du matériel ? Il est pourtant clair que nous nous sentons mal dans l'encombrement, alors que nous nous sentons bien lorsque les objets qui nous entourent ont une histoire avec nous, nous sont utiles au quotidien, voire nous plongent dans un état de contemplation. En général, tout ce que nous avons acquis par compulsion, par satisfaction d'un effet de mode, par besoin de combler un manque, ou par besoin de paraître, ne nous est d'aucune utilité et ne nous procure aucune satisfaction à long terme. Nous avons gaspillé du temps de vie, de l'énergie, de l'argent, des efforts, des ressources naturelles. Pourquoi ? Pour créer du déchet. Alors que nous sommes ici pour créer de l'expérience. Pour créer du lien et des échanges avec nos semblables, avec le monde qui nous entoure. Nous avons vraiment créé un regard de prédation sur le matériel et sur les possessions. Sur l'avoir, en règle générale. Et si nous ne changeons pas ce regard-là, bien, nous allons tout perdre. Alors changer de regard sur le matériel, sur nos objets utiles ou décoratifs, ce n'est pas revenir au temps des cavernes, mais c'est juste revenir au bon sens et à l'essentiel. Puisque nous n'allons rien emporter dans la tombe, pourquoi ne serions-nous pas capables de transformer le fait d'être propriétaire par le fait d'être gardien ? C'est ce simple changement de terme qui peut changer complètement notre regard sur le matériel, sur ce que nous possédons. Si je dis « je suis propriétaire d'une maison », cela sous-entend « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Et pardon du terme, mais j'emmerde le monde qui m'entoure. Alors que si vous dites « je suis gardien d'une maison », cela sous-entend que tant que je suis gardien, je peux y mettre ma touche personnelle, mais lorsque je ne serai plus gardien, je restituerai ce bien à autrui. Et si je le restitue en meilleur état que je l'ai trouvé, si j'y ai fait les entretiens nécessaires et les améliorations, je serai fier de transmettre ce bien. Le fait de se sentir gardien plutôt que propriétaire permet de sortir de l'individualisme, de l'égoïsme forcené pour s'ouvrir vers l'extérieur. Et ça permet aussi de relativiser largement l'attachement que l'on peut projeter sur son matériel, sur ce que l'on croit posséder. Faites-en l'expérience par vous-même et vous verrez que ça marche pour à peu près tout. Ça marche pour tout ce que vous pouvez conjuguer avec le verbe avoir. Par exemple, j'ai un chien, c'est mon chien. Remplacez ça par « j'ai l'honneur d'être gardien de ce chien ». Cela sous-entend inconsciemment et automatiquement
Le fait que vous êtes gardien de sa santé, de son bien-être, du lien qu'il a tissé avec vous, et même de sa vie tout entière puisque le chien est un animal domestique, donc un animal dépendant. Reprenons le premier exemple. Je suis jeune, j'ai la beauté. Je suis gardienne de cette beauté que la nature m'a transmise. Alors je vais la prolonger du mieux que je vais pouvoir. Je vais vieillir, mais comme j'aurai pris soin de mon corps, eh bien même dans la vieillesse, je resterai jolie. Un autre exemple. Je possède un tableau de maître, et ça se transforme en « je suis gardien de ce tableau de maître ». Pour l'instant, j'en profite, je le contemple, et je vais faire en sorte de pouvoir le restituer dans le meilleur état possible pour que, après moi, d'autres personnes puissent le contempler. Encore un autre exemple. J'ai 3 enfants. Ce sont mes enfants. Oui, bien sûr, ok. Et si l'on transforme ça, non pas je suis gardien ou gardienne, mais en disant j'ai la responsabilité de 3 beaux enfants. Cela va inclure inconsciemment et automatiquement le fait que vous avez un rôle de parent. Vos enfants, même si vous les aimez, vous n'en êtes pas propriétaire. Votre rôle, c'est de les accompagner jusque dans la vie, jusqu'à leur autonomie, et ce, de la meilleure façon possible. Je vous assure que changer ce regard de propriétaire à gardien, ça change complètement la donne. Essayez, vous verrez par vous-même. Et entre parenthèses, il n'y a que les pervers qui ne peuvent pas changer ce regard. Eux ne peuvent restituer que des choses abîmées, salies, dégradées et détruites. C'est le résultat implacable de leur fonctionnement. Un dernier exemple pour la route. Je suis propriétaire de terre. J'ai 10 hectares, dont des parcelles de prairies, des parcelles cultivées et des parcelles de bois. Maintenant, changeons de regard. Je suis gardien de 10 hectares de terre. J'ai la responsabilité de veiller à ce que ces 10 hectares de terre soient restitués de la meilleure façon possible à mes descendants. Je vais donc faire en sorte d'améliorer mes terres cultivées pour qu'elles restent cultivables. Je vais veiller à ce que les parcelles de forêt dont j'ai la charge restent propres, productives de bois pour les générations futures. Je vais veiller aussi à ce que les pâturages dont j'ai la charge soient largement enrichis en biodiversité. Et de cette façon-là, j'aurai rempli ma mission de gardien avec brio. Avant de passer au sous-dossier de l'argent, une dernière petite chose, beaucoup plus subtile celle-ci. Lorsque vous changez votre regard de propriétaire en regard de gardien, vous offrez énergétiquement une protection à vos objets, à vos biens. Vous vous offrez à vous-même ce sentiment de protection et de sécurité et vous en chargez vos propriétés également. Il s'agit peut-être de quelque chose d'invisible, d'impalpable, mais c'est quelque chose qui existe et qui est puissant. En vous comportant de la sorte, notamment en ce qui concerne les maisons, les habitations, les propriétés terriennes et patrimoniales, vous entrez en collaboration tacite avec ce que l'on appelle communément l'esprit des lieux. C'est du bon sens, et c'est dans son intérêt de rentrer en collaboration avec l'esprit des lieux plutôt qu'en contradiction avec lui, parce qu'il est bien plus puissant que nous. Il peut tout autant propulser notre bien-être que le détériorer si nous nous opposons à lui. Cet aspect-là des choses et du matériel a été amoindri au fil des siècles en Occident, alors qu'il est un fondement absolu dans tous les pays asiatiques. À mon sens, cela mérite largement de s'y intéresser à nouveau. Terminons maintenant le dossier du matériel avec le sous-dossier de l'argent. Décomposons le mot argent. De façon symbolique, l'argent désigne l'art des gens. Cela signifie que grâce à l'art que l'on peut développer, on peut aussi avoir accès à son abondance financière, et donc à son abondance matérielle. Comme j'ai déjà traité de ce sujet dans une vidéo précédente, je vais en faire un résumé rapide. L'argent est un intermédiaire entre ce que l'on peut proposer sur l'extérieur afin de créer un échange pour obtenir ce dont nous avons besoin ou ce dont nous avons envie. Cette énergie intermédiaire a donc été inventée pour faciliter le troc. Et d'ailleurs, si pour X ou Y raison nous n'avons plus accès à l'argent, eh bien automatiquement et instinctivement nous revenons au troc, à l'échange direct. Quelles seraient donc les bases saines concernant ce sous-dossier de l'argent pour que cette énergie-là puisse circuler librement dans notre existence? Qu'elle ne soit plus une source de souffrance, ni pour nous-mêmes, ni pour nos semblables. Eh bien, puisqu'il s'agit d'une énergie matérielle, et même si elle est artificielle, abordons ce sous-dossier d'un point de vue énergétique. Et puisque l'argent est souvent associé à l'élément eau, eh bien imaginons que l'argent soit de l'eau. Comment s'y prendrait-on pour que l'eau puisse circuler abondamment tout au long de notre existence? Il nous faudrait premièrement trouver une source abondante et quasiment intarissable. Premier défi. Deuxièmement, il nous faudrait attribuer une utilité, une fonction, à cette eau. En quoi pourrait-elle nous être utile? Quel service pourrait-elle nous rendre que nous ne sommes pas capables de nous rendre à nous-mêmes sans elle? Et puis troisièmement, si nous n'avons pas l'utilité de toute l'eau que nous avons captée,
Que faisons-nous de cette surabondance? L'énergie par rapport à nous fonctionne de la sorte. Nous la captons, nous la canalisons, nous la métabolisons et nous évacuons le trop-plein. Si aucun blocage et aucun problème ne vient contrarier le processus, nous sommes dans l'abondance et la fluidité permanente. Et c'est ce que nous voudrions obtenir aussi vis-à-vis de l'argent. Et il s'agit bien d'un processus en 3 temps. Trouver une source financière dont la quantité et le débit correspondent au mieux à nos capacités d'utilisation. Premier temps. Deuxième temps, apprendre à maîtriser cette énergie, à la canaliser, afin de pouvoir l'utiliser au mieux. Et puis troisième temps, remettre en circulation de façon intelligente et réfléchie l'argent dont on n'a pas une utilité personnelle. Alors premièrement, capter une ressource financière abondante et pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire si l'on réfléchit non pas à partir de l'ego, mais à partir de la résilience? Ça veut dire que c'est d'abord en nous que nous allons trouver cette source. Nous n'allons pas chercher à nous brancher sur une source extérieure, sur une source qui ne nous appartient pas. Cela signifie que nous allons développer un art qui nous correspond. Nous allons apprendre à développer et à maîtriser au moins un de nos talents. Et c'est cela qui constituera notre source d'abondance. Ensuite, nous allons destiner notre talent à quelque chose. Nous allons le proposer sur l'extérieur. Nous allons créer le circuit d'échange. Le canal de circulation en fait. Celui qui permettra de transformer notre talent en argent, puis de l'argent en ce dont nous avons besoin et envie. Plus notre talent répondra aux besoins extérieurs, plus nous allons créer d'abondance, voire de surabondance, qu'il conviendra bien sûr de redistribuer sur l'extérieur, pour financer un système d'aide, des projets, des innovations utiles, etc. Voilà, c'est simple. Lorsque le dossier de l'argent est problématique, c'est qu'au moins l'une des 3 étapes du processus n'est pas respectée, ou bien est mal respectée. Ces 3 étapes du processus d'abondance sont applicables à toute forme d'énergie. Et c'est applicable aussi, quelle qu'en soit l'échelle, individuelle, collective, universelle. Bien, maintenant que vous connaissez ce processus, permettez-vous de l'expérimenter en direct et de faire ainsi l'expérience de l'abondance et de la pérennité, même durant l'effondrement d'un système économique qui vous pousse à utiliser votre ego et non votre résilience. Et si vous ne souhaitez pas le faire, eh bien, observez déjà ceux qui, en plein effondrement économique, parviennent à tirer leur épingle du jeu, financièrement parlant, sans pour autant abuser des uns et des autres. Vous verrez qu'ils respectent parfaitement ce processus. En utilisant leurs talents propres, en créant leur propre réseau d'échange, en répondant à leurs besoins, ainsi qu'aux besoins réels des autres, et pour certains, en utilisant leur surabondance pour financer de très beaux projets. J'en ai terminé de cet audio fort long. J'espère pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout que tout ceci leur apportera un nouveau regard, peut-être des réponses à leurs questions et peut-être aussi des solutions pour avancer. Prendre pour référence et pour base les 3 dossiers racines que sont la santé, le relationnel et le matériel et l'argent est un moyen efficace de ne pas se noyer dans le flot d'informations inhérent au monde du développement personnel ou du développement de conscience. Cela permet de gagner du temps et de ne pas perdre d'énergie, de ne pas se fourvoyer dans des choses qui nous sont inutiles ou des choses qui ne seront pas applicables si précisément nos 3 dossiers racines ne sont pas assainis et en parfait état de fonctionnement. Alors, pour ceux qui sont encore intéressés par la résilience, eh bien rendez-vous au prochain audio.